Bienvenue dans la bibliothèque numérique de la chaîne Mes Lectures. Ici, tu pourras écouter mes lectures, dont l'objectif est de repartir avec des arguments provenant de sources livresques. Et évidemment, plus ma connaissance et mon savoir grandit, plus je peux me permettre de vous livrer des réflexions qui sont, elles, présentes entre parenthèses, sur les vidéos, que je peux connecter et corréler à notre monde contemporain. De plus, le grand format reprend, et avec lui des changements ou des améliorations s'opèrent. Je vous ferai donc un résumé des grands titres que je vous présente. D'ailleurs, si tu veux y accéder, reporte-toi à la description ou au chapitrage de la vidéo. Ah, je suis content. Et oui, car petit à petit, le format vidéo se développe correctement, apportant son lot de nouveautés. Alors, en ce qui concerne les prochaines actualités de la chaîne, eh bien, je vous présenterai le chapitre 13 de l'Histoire de France, pour faire suivre celui-ci, puis je partirai sur le livre d'Ernest Pardoe, concernant la supercherie judiciaire que j'espère vous apprécierez grandement. Et j'espère qu'avec cette œuvre, vous découvrirez les méandres de notre justice en France. Une fois qu'une présentation correcte de cette œuvre aura été faite, j'irai sur le livre d'Alain Pascal, en tout cas sur l'intelligence du christianisme, en tome 1 et tome 2, pour votre plus grand plaisir et bonheur, car je sais que dans la chaîne, il y a beaucoup de chrétiens. Et je vous en remercie, et je vous remercie d'être présent. De plus, j'ai en parallèle bien avancé sur le format une vidéo par jour pendant une semaine. Mais évidemment, pour le bien de la chaîne, et ce que j'avais déjà dit précédemment, je ne pense pas pouvoir vous faire l'intégralité d'un livre en une seule fois. Cela laisserait cette dernière trop longtemps sans contenu. Et j'en ai bien peur, mais je disparaîtrai dans les limbes de YouTube, au niveau des algorithmes. Voilà. Je vous laisse maintenant, donc, avec la petite synthèse concernant l'histoire de France de Jacques Bainville, chapitre 12 sur la Fronde. Alors, de quoi on parle en résumé? Eh bien, dans ce chapitre 12, voyons ce que la Fronde a produit en France. Le XVIIe siècle sera celui des grands désordres en Europe, même si les autres l'ont plus ou moins souvent été. Mais la guerre de 30 ans fut un exemple pour le terreau révolutionnaire qui colle à la France. Et les problèmes d'achèvement du territoire étaient entre autres, avec d'autres encore, d'actualité. De plus, le Parlement devient aussi une des portes d'entrée en haut lieu de la déstabilisation du gouvernement. C'est l'époque de Mazarin, mais aussi de Broussel, pour ce dernier un acharné défenseur de la hausse des impôts, qui vu de l'extérieur deviendra une petite figure des prémices des révolutions. Pour la deuxième grande section, la première fronde arrive avec la figure de Mazarin, renié par une fraction du Parlement, évidemment. Et pendant que la levée de barricades avait lieu dans Paris, la France était encore à couteau tiré avec l'Espagne. Des contestations, Condé et les princes furent arrêtés et la reine Anne conviera la bourgeoisie et ses milices, mais ils continuèrent à se déchaîner. Le XVIIe siècle, en 1652, fut un moment critique pour l'État, avec des princes et des princesses parés de démagogie. Pour la section 3, de tout ceci naquirent des provinces encore sous le sang, avec des bandits tyrannisant le peuple. Et évidemment pour l'Auvergne, ce fut le cas pendant à peu près une dizaine d'années. Et c'est bien l'armée qui tiendra le pays par le bout de son épée. Mais la Fronde fut une leçon pour le jeune roi Louis XIV, mais aussi pour la nation. Quand Mazarin reviendra, celle-ci fut terminée et le Parlement dira que l'une des causes des dissensions proviendra de l'étranger Mazarin. Et c'est évidemment par Louis XIV que nous en sortirons de la Fronde. Pour la dernière section, Louis XIV, après cette petite paix, ne rentrera pas directement au Parlement, un fouet à la main comme on a envie de nous le faire croire. Alors que les gens, les notables et les nobles du Parlement refusaient d'enregistrer les édits du roi. Ce fut aussi l'avènement de la Ligue du Rhin, et d'un autre personnage que peut-être vous connaissez, du nom de Cromwell, qui pour ce dernier avait opéré un mouvement en France pour nuire aux colonies espagnoles. L'objectif de l'agrandissement territorial était d'empêcher l'alliance Autriche-Espagne. Et évidemment ce siècle vit aussi les puissances d'argent grandir au profit des puissances féodales, qui avaient quand même l'héritage de la tradition de protection de leurs serfs.
Le procès de Fouquet verra l'établissement de l'autorité du roi, c'est-à-dire Louis XIV. La poussée révolutionnaire du XVIIe siècle. Ce grand siècle, nous dit Bainville, devient celui de l'ordre, après être passé par celui du désordre, avec vers son milieu une fièvre éruptive qui se répandra sur le continent européen. On peut en voir des signes similaires, notamment en Espagne, avec son roi qui est aux prises des mouvements d'indépendance, ou encore à Naples, avec l'histoire d'un pêcheur du nom de Masaniello, qui prit l'histoire d'un instant le pouvoir en place. D'ailleurs, les troubles qui éclatèrent en France étaient parallèles à l'exécution de Charles Ier, et notamment à la Révolution anglaise de l'époque. La Fronde n'était pas exempt des éléments ordinaires dont les révolutions se composent, et la guerre de 30 ans fut un exemple pour s'en convaincre. Puis, sous Mazarin, il y a eu ce qu'on appelle le jansénisme, qui était une réforme sans schisme, qu'on a aussi pu nommer la Fronde religieuse. L'auteur parle d'un admirateur de la Fronde qu'il nommera plus tard, je cite, « la guerre des gens honnêtes contre les malhonnêtes gens ». Fin de citation. De plus, il dira, dans le tout petit paragraphe terminant du milieu de la page 212, que si elle avait réussi, on lui aurait certainement reconnu les caractères intellectuels et moraux d'une révolution véritable. Et évidemment, pour dire cela, il faut être dans une période en dehors de ce qu'incarne la République, dont ses fondements reposent évidemment sur la Révolution. Ah, 1648. L'année du fameux traité de Westphalie. Alors que le gouvernement était depuis plusieurs mois en conflit, avec le Parlement qui déclare illégal quelques taxes nouvelles, le mécontentement général était quasiment toujours le même pour la France, pour ne pas nommer les causes, qui était la guerre, l'action extérieure et l'achèvement du territoire qui coûtait très cher. On pouvait déjà voir à cette époque que comme le trésor était vide, c'était parfois, et même souvent sur les bourgeois qu'on, je cite, retranchait en quartier. Fin de citation. En gros, ou pour faire court, ils gagnent moins d'argent à la fin du mois pour être contemporains dans l'exemple. Mazarin, tout aux grandes affaires européennes, laissait les finances, la fiscalité aux surintendants, tout en se flattant de les arranger. D'ailleurs, la résistance du Parlement faisait partie d'un mouvement politique, non pas d'un parti politique. Car pour la France, cela viendra bien plus tard. On peut voir à partir du Parlement, qui, au passage, fut cité par Bainville comme étant le penchant de celui de Londres, que les personnes le composant parlaient de liberté. Comme on agitait un fanion pour que le taureau fonce dedans. Liberté, liberté. Oh, grande liberté. Les hauts magistrats reçoivent même des encouragements de tous les côtés. En somme, les parlements dans leurs prémices incarnent la porte d'entrée pour la déstabilisation de ce qui fonctionnera le mieux pour la France millénaire. Et au XVIIIe siècle, ils deviendront des centres de résistance au pouvoir et d'opposition aux réformes, et donc un obstacle à la marche de l'État. Alors, pourquoi parle-t-on d'ébauche de révolution et de poussée révolutionnaire? Parce que son avortement fut vite arrivé, lorsque le gouvernement aperçut le danger. Il a voulu couper court en profitant de l'impression produite par la victoire de Lens. La figure de cette révolution fut un homme du nom de Broussel, alors devenu populaire par son opposition acharnée aux impôts. Il fut emprisonné, puis remis en liberté. Ainsi, l'abolition ou la réduction des taxes était alors accordée. Puis diverses réformes, notamment quelques-unes sur des garanties pour la liberté individuelle que le Parlement réclamait. Ce fut une petite capitulation pour le pouvoir en place devant cette ébauche de révolution. D'ailleurs, la reine Anne s'en rend compte et emmène le jeune roi à Reuil, pour n'en revenir qu'après la signature de la paix, dans l'idée que ce grand succès national changea les esprits. La Fronde arrive. Et oui, avec Mazarin comme figure centrale, qui devenait l'objet de l'animosité publique en accusant de l'entretenir, il fut clair pour les différentes voix qui s'élevaient en France à cette époque qu'il était une figure de contestation. Pour la seconde fois, le gouvernement jugea plus prudent de quitter Paris pour Saint-Germain de nuit, et à ce départ le Parlement, évidemment, répondit en exigeant le renvoi de Mazarin, ce qui mettra la ville en état de défense. Nous étions alors sur la première Fronde.
Et cette période fut très exactement celle que nous allons peut-être bientôt vivre, hein. C'est-à-dire pour le gouvernement, soit ne souhaite plus faire son rôle de défenseur des peuples, soit n'en a plus les capacités avec les différences liées à notre époque. Et l'impatience de la discipline que Richelieu avait imposée renaîtra dans les cœurs de certains. Mais cette levée de barricade pour la ville de Paris fut très vite atténuée avec le premier choc des troupes régulières devant Charenton. Une discorde éclata chez les frondeurs et une négociation finira évidemment avec la cour royale par une trêve. Cette récolte ne fut pas que cantonnée à Paris, non, mais s'en ira même jusqu'à Bordeaux et la Normandie. Et pendant ce temps, nous étions toujours en guerre avec l'Espagne. Ce qui sauva la monarchie en partie fut l'absence d'une idée commune chez les séditieux, et on vit même une assemblée de la noblesse réclamer des états généraux, selon l'usage des temps de calamité. Cette assemblée prétendit en invoquant les anciennes traditions féodales que c'était rendre au second ordre un droit de contrôle sur les pouvoirs. Pour faire simple, ou pour faire en gros, rendre au peuple éclairé un pouvoir royal sur la décision du pays. Sur les décisions du pays. Mais ce rôle pour le Parlement ne devait être nullement pour les autres. Sauf évidemment pour le roi, puisque sinon cet espace d'idées aurait été supprimé. Nous pouvions voir, nous dit déjà l'auteur, l'échec de la Nouvelle Fronde qui était en germe dans ce conflit. De cet échec, Mazarin et la reine Anne, qui ne pouvaient rien par la force, avaient essayé de diviser leurs adversaires en obtenant l'arrestation de Condé et des princes de sa famille. Quand cette manœuvre eut réussi, les frondeurs s'unirent contre lui. Beaucoup de figures de grand ordre, comme le duc d'Orléans et les parlementaires, se dressèrent contre Mazarin en exigeant à la fin son bannissement. Mais pas bête pour un sou, il s'enfuira de Paris et se réfugiera à Cologne. Dans cette étrange révolution, les maîtres de Paris et les milices bourgeoises furent convoqués par la reine Anne et ce beau monde, uni à la rue, ne tarda pas à se déchaîner. Mais avant de prendre la fuite, Mazarin ouvrit les portes de la prison de Condé, en espérant qu'il ne s'entendait pas longtemps avec les autres frondeurs. En ayant vu juste, le prince mécontenta tout le monde, en passant de son alliance avec l'Espagne. Cela deviendra même un scandale pour le Parlement. Lorsque l'armée royale, commandée par Turenne, voulut rentrer dans Paris, elles furent arrêtées à la porte Saint-Antoine, et c'est là que Mademoiselle du haut de la Bastille tirera un coup de canon contre les troupes du roi. Nous étions alors en 1652. Ce fut pour l'État le moment le plus critique de la Fronde, avec un gouvernement de princesses et de princes de sang paré de démagogie. Mais une émeute un peu plus tard, accompagnée de tueries, commencera à dégoûter les uns puis les autres. Les bourgeois se rendaient bien compte que pour les affaires, tout ceci n'était pas bon. Et le calme reviendra après 3 mois d'intenses affrontements. Mazarin rentrera lui-même en février de l'année suivante. Je vous interromps un instant et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur cette chaîne qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Alors vraiment, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez les vidéos et partagez-les. Je vous remercie. Bonne écoute. L'épisode de la ruine générale des peuples. Notre belle France, encore endolorie au sortir de cette aventure, doit se remettre sur pied, bon gré mal gré. Mais l'indiscipline ne disparut pas au contraire du jour au lendemain. Non. Il était temps de négocier et de réprimander, de payer pour les uns, puis de châtier pour les autres. De ces péripéties naquirent des provinces en pleine anarchie, exploitées et tyrannisées par des brigands à prétention féodale. Ce fut le cas de l'Auvergne, où il a fallu encore 10 ans plus tard tenir des, je cite, grands jours. Fin de citation. On se souviendra alors que c'est bien l'armée qui continuera à maintenir du bout des doigts, ou devrais-je dire du bout de son épée, le semblant d'ordre dans le pays. Et dont la ferme fidélité sauva le roi et la France, dira Monsieur Lavis. Bon, encore une fois, il est quand même très intéressant d'étudier l'histoire pour comprendre les mécanismes. Les périodes de régence permettent quand même un chaos dans à peu près chaque pays qui les subit. Et de ce chaos, de ce grand désordre, ou devrais-je dire plutôt de passer d'un état stable à un état déstabilisé,
c'est permettre l'injection par des forces externes qui, après, s'apparentant à des forces internes, apportent des idéologies contraires au statu quo. Et encore une fois, qu'est-ce qui a été pour la République durant le milieu du XIXe siècle un ennemi à atténuer dans sa capacité à agir, en rapport avec ce qui a été dit juste au-dessus concernant l'armée? Eh bien, c'était elle. Et l'affaire Dreyfus en est d'ailleurs une émanation. Mais un pays sans armée devient une conquête facile. Et le pire, c'est peut-être de voir un pays avec une armée qui n'a plus l'héritage idéologique de ce que lui a donné la France. L'exemple historique montre bien cela. Pour reprendre, je vous passe la page 217 des textes de Sainte-Beuve que je vous laisserai découvrir par vous-même. D'ailleurs, même Bainville dira que la Fronde était une leçon pour la nation française, mais aussi pour le roi comme une épreuve dans son adolescence. Évidemment, souvent proche des périodes de régence. Le chaos permet d'installer des déstabilisations. Ce qui est stable ne l'est plus. La Fronde vaincue, Mazarin rentre à Paris. L'ordre n'était pas pour autant rétabli, et l'auteur ne le dit pas, mais la France aspirait à un ordre, sûrement les voies princières. Le Parlement dira que c'est l'opposition à Mazarin qui était née de l'opposition à Richelieu, et que l'un des deux était étranger, source de dissension. Mais depuis Concini, le régime de la France eût été celui du ministériat. Un régime qui donnera à la France ses frontières, sa sécurité et son prestige en Europe. Mais cela, dit l'auteur, n'accommode pas les Français pour autant. Et la France du peuple, qui disait ce qui n'allait pas, mais qui ne disait pas ce qui pourrait être mieux pour elle, allait sortir de ces dissensions par un nouveau type de gouvernement personnel. Celui du roi et du règne de Louis XIV, qui nous permit de sortir de la Fronde. Encore une fois, pour la France, c'est un signal fort que de voir le peuple, à travers la plume de Bainville qui n'aspire qu'à un seul roi gouvernant la France. Et non pas à un espèce de fatras administratif qui a pu par exemple donner des bonnes choses, mais qui finira par donner la République avec comme arme principale la possibilité de créer des associations. Loi 1901. Cette possibilité laisse entrevoir pour la France, pour des étrangers, ou fait par des étrangers sur des autochtones, la possibilité de moduler la destinée d'un pays. L'état monarchique de la France durant les colonies. Alors que Louis XIV devient un homme, qui réfléchit puis forme ses idées, le calme en France commence à revenir, et l'autorité se rétablit pour qu'advienne celle du roi. Malgré ce qu'on croit, Louis XIV n'est pas rentré au Parlement, un fouet à la main, alors que les magistrats refusaient d'enregistrer des édits présentés par lui. C'est Mazarin qui plus tard calmera le Parlement, mais la France, dans son étonnante grande faiblesse, continuera sa politique pour en finir avec la guerre d'Espagne. À droite, pour la Germanie, le traité de Westphalie jouait en notre faveur, et Mazarin nourra après la mort de Ferdinand avec une douzaine des princes allemands, en déposant une alliance connue sous le nom de Ligue du Rhin. La mort de Charles Ier en Angleterre n'avait pas tant ému la France, ni l'Espagne, car l'une comme l'autre désirait le concours de l'Angleterre. D'ailleurs, la République hollandaise entrera même en lutte avec la République anglaise pour ses intérêts maritimes. Un nom bien connu, que l'on retrouve aussi dans le livre de la symbolique de la laïcité, commence à sortir de l'île du diable. Ce nom, que peut-être vous connaissez si vous avez lu le livre, commence par la lettre C et se termine par la lettre L. Il s'agit bien sûr de Cromwell. Sa fuite de l'Angleterre pour se diriger vers la France était motivée, car il trouva bon de ruiner la marine espagnole et de leur prendre des colonies. Nous étions alors au milieu du XVIIe siècle, et les empires coloniaux commencèrent à grandir pour l'Europe du Nord-Ouest. Alors que le concours anglais, bien que très faible du point de vue militaire, nous dit l'auteur, il a fait pencher la balance en notre faveur avec la guerre d'Espagne. Cette guerre en Flandre aboutira en 1659 au traité des Pyrénées entre la France et l'Espagne. Mais cette paix pyrénéenne se calquera sur celle de Westphalie. L'objectif, dans cette vraie tradition capétienne reprise par Richelieu, d'expansion territoriale était d'empêcher la réunion de l'Autriche et de l'Espagne. La succession espagnole incluait une menace indirecte pour la Flandre, car l'auteur parle d'opposition à un transfert espagnol vers l'Autriche. La France devenait alors la plus grande puissance d'Europe en écartant le danger allemand,
puis espagnol. Bainville atténuera, et je le subodore l'impact financier qu'a eu Mazarin sur le dos des peuples en proclamant que d'autres avaient fait pire là où lui avait bien réussi sur les pas de Richelieu. Très brillante réflexion de l'auteur quand il dit dans un grand paragraphe de la page 221 que beaucoup de choses en France étaient encore loin d'aller pour le mieux, et que dans le désordre, si les puissances féodales avaient été abaissées, les puissances d'argent avaient-elles grandi? À ce sujet, il y a d'ailleurs 2 excellents livres que je vous lirai sur la bourgeoisie en France. Et ces financiers inquiétaient l'État, et c'est le procès de Fouquet qui sera l'acte par lequel Louis XIV, à ses petits débuts, lui permettra d'établir en partie son autorité. En un mot, pour décrire ce roi, je cite « la leçon de la fronde à porter ». Fin de citation. Je vous laisserai méditer sur cette phrase. Voilà. Je vous lirai la suite samedi prochain et je vous parlerai du règne de Louis XIV, évidemment. Probablement l'un des rois qui apportera le plus de stabilité pour notre belle France.